Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et je suis heureux pour vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur notre série Kubernetes et nous allons voir aujourd'hui comment déployer des applications. Alors, pour faire un rapide feedback sur ce qui a été dit, donc la semaine dernière j'ai publié une vidéo qui vous montrait comment installer Kubernetes à l'aide de Minikube, donc qui permet de faire du déploiement de Kubernetes en mode all-in-one. Donc ça c'est bien beau, on a déployé Kubernetes. Maintenant, il faut pouvoir déployer des applications. Parce qu'au final, Kubernetes, tout ça, il ne sert à rien. Il faut maintenant voir comment est-ce qu'on déploie l'application. Quels sont les outils, quels sont les mécanismes à mettre en œuvre qui vont nous permettre d'avoir une application qui tourne dans Kubernetes. C'est l'objectif de cette vidéo. Et sans plus tarder, je vais vous présenter le plan. Donc, on va déjà voir les objets de type pod. Donc, grosso modo, dans cette slide ici, on va voir des objets Kubernetes qu'on peut créer. Et ensuite, au niveau des TP, on en créera. Donc, les premiers types d'objets qu'on va voir, ce sont les pods. Ensuite, on va voir les config maps et les secrets, donc qui permettent ainsi de variabiliser, customiser son déploiement. Ensuite, on verra les objets de réplica set. Par la suite, on embrayera sur les deployments qui vont exploiter les objets qu'on aura vus plus haut qui sont les réplica sets. Ensuite, on verra les jobs, les demand sets et on terminera par la notion ô combien importante de namespace. Alors, les pods. Donc, les pods représentent tout simplement l'entité la plus petite manageable au sein d'un cluster Kubernetes. Avec Docker, bon, pour ceux qui connaissent Docker, l'unité, je veux dire, la plus petite manageable, c'était les conteneurs. Donc, les conteneurs Docker. Avec Kubernetes, c'est plutôt des pods. Donc, un pod peut être constitué d'un ou de plusieurs conteneurs. C'est là où il y a la différence. Il faut extrêmement faire attention. Donc, le pod serait un peu vu comme un environnement ou alors un namespace où se trouve en fait un ou plusieurs pods qui interagissent entre un ou plusieurs conteneurs, je vais dire, qui interagissent entre eux. C'est ça le principe. Donc, les pods qui contiendront des conteneurs partageront donc le même espace de stockage et le même espace de réseau. Donc ça veut dire que si je déploie par exemple un pod dans lequel il y a deux conteneurs qui communiquent, alors ils partageront automatiquement le même namespace du réseau. Ils pourront directement en fait s'interpeller. Donc, le cycle de vie de notre pod, c'est lequel? Lorsqu'on lance un pod, première chose, forcément, c'est qu'il utilise un conteneur, c'est qu'il va télécharger l'image. Et généralement, il est en mode pending. Donc, ça veut dire qu'il crée les ressources qui vont bien, il prépare tout ce qui va bien. Il peut aller en état en no, donc s'il a eu un problème lors de la création. Ou alors, il passe en état running. Donc, en état running, ça veut dire qu'il s'exécute. Et après être en mode running, il peut être en succeeded ou alors fail. Donc fail, il a mal exécuté la tâche à laquelle il était assigné. Ou alors succeeded, il a bien réalisé sa tâche. Donc pour lancer un pod, c'est très simple. Soit on le fait en ligne de commande, donc en tapant la commande en dur, soit alors on l'a fait au niveau des manifestes YAML ou JSON. Donc, dans le cas d'espèce, on fait un kubectl run my_nginx et ensuite on précise l'image à utiliser qui est nginx. Et enfin, on fait un kubectl getPods pour récupérer nos pods. Voilà. Si on a plutôt un fichier, donc un manifeste qui décrit l'infrastructure à déployer, dans l'occurrence un pod, alors on fera juste kubectl apply-f mypod.yaml. Et là, notre Kubernetes sera déployé. Alors, quand on parle de manifeste, comme je le disais, c'est un fichier .yaml ou JSON qui va décrire l'entité qu'on souhaite créer. Et cette syntaxe sera valable pour tous les objets Kubernetes que vous souhaiteriez créer. En l'occurrence, ici, c'est un pod. Donc, première ligne, on définit la version de l'API. Ensuite, on définit le type d'objet Kubernetes à créer. Par la suite, on définit les metadata, donc le nom du pod, les labels qui représentent les tags en fait qui seront appliqués à notre objet que nous sommes en train de créer là. Ensuite, on aura les spécifications. Donc, quelles sont les spécificités de notre pod? On lui dit, il sera constitué d'un conteneur. Le conteneur, là, c'est un seul conteneur qu'on a mis. On a dit qu'il peut s'articuler en plusieurs conteneurs. Alors, name, c'est le nom du conteneur qui sera contenu dans le pod. L'image,
c'est l'image qui sera utilisée par le conteneur en question. Et le port, ce sera bien sûr le port d'écoute de notre conteneur. Donc on voit bien que le pod décrit en son sein ou alors contient en son sein un conteneur Docker dont la description est mise dans la partie spec. Et bien sûr, pour déployer, on fait juste, comme on l'a vu ici, un kubectl apply-f mypod. Bien évidemment, si on veut la description, les détails du pod en question, on peut utiliser la commande kubectl describe pod et le nom du pod. Alors, la commande describe ressemble plus ou moins à la commande inspect qu'on a dans le cadre de Docker. Donc, du coup, ça fait kubectl describe pod, etc. Les commandes kubectl respectent une règle. Et la règle est la suivante, kubectl, ensuite describe, donc c'est-à-dire l'action qu'on souhaite réaliser, ensuite le type d'objet Kubernetes sur lequel on veut travailler, et enfin le nom de l'objet. Alors maintenant, pour avoir accès à notre pod, il y a plusieurs manières. Soit on fait du port forwarding, ou alors on expose directement grâce à un load balancer notre pod pour qu'on puisse y accéder depuis l'extérieur. Et pour le supprimer, soit on utilise le fichier .yaml qui a été utilisé pour le créer, donc en faisant un kubectl delete-f, fichier utilisé pour la création, donc là on le supprime, ou alors on réutilise notre joli dashboard qu'on a déployé lors de la vidéo précédente. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ensuite, on a les config maps et les secrets. Alors, les config maps sont les éléments qui nous permettent de variabiliser notre déploiement. Par exemple, passer des paramètres particuliers, surcharger des fichiers qui seront utilisés dans la machine virtuelle, dans le conteneur, je veux dire. Ils sont comparables aux variables d'environnement au sens Docker. Donc, ce sont des objets Kubernetes qui nous permettent de customiser notre déploiement, notre environnement. Et les secrets, ce sont les objets qui vont nous permettre de passer des informations sensibles, des informations critiques, des informations confidentielles. Par exemple, vos identifiants Docker Hub, vos identifiants GitHub, le mot de passe pour accéder à votre registre privé, bref, ce que vous voulez. Donc, dans l'exemple, on veut surcharger le fichier de configuration de Nginx. Donc, on crée le fichier nginx.conf et ensuite on crée le config map en lui demandant d'utiliser les éléments suivants. On lui demande de récupérer le fichier nginx.conf et on lui demande aussi de définir la valeur littérale nginx à 8080. Donc je pourrais directement exploiter ces éléments que je suis en train de paramétrer ici, là, dans mon config map-ci. Donc en faisant appel à mon config map et en lui disant je veux nginx.conf, je veux la valeur de listen, je pourrais directement les exploiter. Voilà. Et si je veux par exemple exploiter le listen port, je n'ai qu'à définir le pod comme on l'a vu ici. Là, je définis la commande qui sera exécutée lorsque le conteneur va démarrer. Ensuite, au niveau de mes variables d'environnement, je définis la première variable d'environnement dont le nom c'est listen port, donc qui est là. Et au niveau de la valeur, je lui dis utilise le config map que j'ai créé précédemment et qui est appconfig et dont la clé dont tu dois aller récupérer la valeur c'est listen et qui correspond dans notre cas à 8080. Voilà. Je peux aussi également lui fournir le fichier que je souhaite surcharger en lui disant au niveau des volumes monte le volume appconfig dans etc nginx dans le conteneur. Et au niveau du volume, je dis tout simplement nom du volume, appconfig, et au niveau du config map. Donc je lui dis que le contenu de ce volume dont je lui parle ici provient à la réalité du config map que j'ai créé précédemment qui s'appelle appconfig. Voilà comment est-ce que je peux consommer le config map que j'ai fait afin de variabiliser. Les secrets, c'est le même principe. Exemple, là je crée un secret qui est du type Docker Registry et dont je donne le nom pool secret. Et voilà les valeurs que je lui donne. Maintenant, si je veux consommer ce secret, je suis dans la définition de mon pod et je lui dis image pull request. Donc, je lui dis qu'il va récupérer une image et cette image, il aura besoin d'un secret. Et le secret en question, c'est celui que j'ai créé ici qui est pool secret et dont les valeurs ont été définies là, tout simplement. Voilà. On en fera un exemple tout à l'heure. Maintenant, les répliques assez. Alors,
L'objectif, c'est d'assurer la résilience et la scalabilité de notre infrastructure. On sera capable, avec ce type d'objet Kubernetes, de maintenir un nombre minimum de pods en exécution. Donc, on pourra dire par exemple qu'on souhaite avoir un réplica de 10 de notre pod Nginx. Et donc, il va en déployer 10. Donc, vraiment, le réplica 7 s'assure, c'est comme un gendarme qui s'assure de la conformité par rapport à notre besoin, par rapport aux besoins exprimés avec la réalité. Voilà, et on verra comment les exploiter directement avec les deployments. Donc, prochain objet Kubernetes, les deployments. Les deployments sont des objets Kubernetes qui permettent de déployer selon les bonnes pratiques et dans un environnement de production un pod. Donc, quand on souhaite déployer une application dans Kubernetes en suivant les bonnes pratiques, alors c'est un objectif deployment qu'on utilise. Donc, il n'est pas question en production que vous créez un fichier dont le type d'objet à déployer c'est pod. Non. Vous devez créer un deployment qui lui va permettre d'appliquer un certain nombre de règles dessus, notamment les règles de mise à jour, également notamment la notion de réplica. C'est les principaux avantages d'utiliser un objet de type deployment au lieu d'utiliser un objet de type pod directement. Donc ça va permettre effectivement de réduire les downtime. Donc si c'est qu'on a une application à mettre à jour, grâce au fait qu'on a créé plutôt un deployment, on va lui dire bascule d'une version à une autre très facilement. Alors, tac. Exemple de fichier. On a l'API version, on a ici le type d'objet à créer qui est deployment. Ensuite, on a les métadata. Donc, le nom de notre deployment, c'est nginx.dpl. Au niveau du label, on a app2.nginx. Au niveau des spécificités, on lui dit qu'on souhaite 2 réplicas du template qui sera défini ici en bas. Au niveau des sélecteurs, on lui dit que ce deployment va gérer les pods dont le label va matcher app égale à nginx. Là, app égale à nginx. Maintenant, on définit le template. Le template, c'est quoi? Le template, c'est l'élément qui va être fédéré par le deployment. Ça veut dire que si dans le deployment, on a précisé réplica de 10, alors il va répliquer 10 fois ceci. Hop là. Alors il va répliquer 10 fois ça. Donc, à l'occurrence, là, c'est 2. Ça veut dire que pour chacun des pods qui va être créé là, on va lui apposer le label app égale à nginx. Et au niveau des spécificités, on va lui dire que c'est un conteneur qui utilise cette image de nginx et dont le port c'est ceci. Voilà. Donc si on en fait 10, alors il fera 10 fois ceci. Donc on définit le modèle de pods à déployer. Alors, ensuite, pour lancer, bien évidemment, si on a le fichier, donc le manifeste.yaml, on fait un kubectl apply-f first deployment.yaml. Et ensuite, on peut récupérer la liste de nos déploiements. Voilà. Alors, on peut également définir la stratégie d'update. Donc, la stratégie d'update, c'est la façon dont on va mettre à jour notre application en cas de besoin. On a 2 types de stratégies. Soit on fait du recreate, c'est-à-dire tous les pods existants seront supprimés et ainsi remplacés par les nouveaux. Ou alors on fait du rolling update où progressivement les pods seront simultanément arrêtés et supprimés avec la nouvelle version de l'application. Donc, on supprime l'ancien et on déploie le nouveau, mais cela de façon progressive, ce qui fait qu'il y a du zéro downtime. Voilà. Et donc, on a 2 paramètres qu'on peut définir dans le cadre du rolling update, notamment le nombre maximum de pods qu'on peut rendre disponibles lors de la mise à jour, ou alors le nombre maximum de pods qu'on peut créer lors de la mise à jour. Donc, simultanément, bien évidemment. Donc là, on crée par exemple notre premier déploiement. Voilà, on l'a créé. Ensuite, on voit la description. Donc, on voit bien qu'au niveau des réplicants, on en a 2. Mise à jour 2, total 2. OK. L'image qu'on a utilisée, c'est bien celle-ci. Très bien. Donc, on applique. Là, on modifie notre fichier, donc notre manifeste, en mettant l'image à 1.13.12. Et lorsqu'on applique, il fait ce qu'on appelle un rollout, donc une mise à jour. Et il nous dit effectivement, j'ai bien réalisé la mise à jour que vous avez demandé. Notre déploiement est toujours là. Et si on regarde maintenant au niveau des réplicas 7, parce que c'est eux qui gèrent, je vais dire quoi, le versionning de notre déploiement. Donc je vois que j'ai un réplica 7 qui utilise la nouvelle image et un réplica 7 qui utilise l'ancienne image. Donc ça veut dire qu'effectivement, cela
a été mis à jour et que maintenant je suis sur ce déploiement-ci en train d'utiliser la 1.12.2. Regardez bien les noms. Le nom découle directement du déploiement. Donc, NGDLP, voilà ici au début. Donc, c'est lui qui fédère, on va dire, les objets de type réplica 7 qu'on a vu dans les slides précédents. Et pour une raison ou pour une autre, la DSI, mon chef, peut me demander de revenir à ce qu'il y avait avant qu'on ne commence à faire la mise à jour. Donc, vous savez sûrement, les mises en prod, généralement, elles ne se passent pas toujours très bien. C'est pour ça qu'on aura besoin de revenir complètement en arrière. Donc, ce qu'on fait, c'est un kubectl, rollout undo deployment, et là, on revient en arrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, les jobs. Alors, les jobs, c'est quoi? C'est tout simplement des objets de type Kubernetes qui vont s'exécuter one shot. Ça peut être une mise à jour, un backup, bref, ce que vous voulez. Mais l'avantage, c'est qu'ils ne s'exécutent qu'une fois et ils s'arrêtent. C'est pour ça qu'ils sont faits. Et voilà un peu comment est-ce qu'on les définit. Toujours le même principe. API version, on met la version de l'API. Kind, donc type d'objet, c'est un job. Le nom de l'objet, on met ça. Et au niveau des spécificités, on donne le template. Donc le nom du job, ce sera long job. Au niveau du conteneur, on donne l'image à utiliser, la commande au démarrage du conteneur. Et voilà. Donc lorsque on va lancer ce job-ci, en fait, il va lancer un conteneur avec ces informations-ci qui va exécuter start long job et après s'arrêter. Et au niveau de la policy de restarting, on lui dit non, ne restarte pas ce conteneur, même s'il s'arrête. Voilà, donc ça c'est les objets si vous voulez faire du one shot. Maintenant les daemon sets. Alors, les daemon sets, ce sont des objets Kubernetes qui permettent de déployer des pods sur tous les nœuds du cluster. Ça peut être nécessaire si vous voulez mettre en place une solution de monitoring par exemple, une solution d'agrégation de logs, parce que les agents devront se trouver sur tous les nœuds. C'est pour ça que ce type d'objet-là est extrêmement intéressant quand vous voulez faire tourner une application sur tous les nœuds de votre infrastructure. Voilà, donc c'est assez simple. Et bien sûr, on les utilisera lorsqu'on voudra mettre en place la solution de monitoring. Je n'en dis pas plus. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Alors, les namespaces. Quand on travaille dans le cloud, donc ça peut être sur Azure ou sur Amazon, on a la notion de tenant. Notion de tenant, ça veut dire chacun a son environnement de travail isolé, sécurisé et tout ce que vous pouvez imaginer. Dans le cas de Kubernetes, nativement, il propose la solution de namespace. Donc, les namespaces permettent d'avoir un environnement isolé, dédié et restreint à un usage particulier. On en a trois par défaut. Le namespace default, le namespace kubesystem et le namespace kubepublic. Donc, default, c'est le namespace par défaut où tous les objets sont créés lorsqu'un namespace n'est pas spécifié. Kubesystem, c'est le namespace utilisé par Kubernetes pour stocker ces objets. Donc, lorsque Kubernetes veut créer un service ou un pod ou quoi que ce soit pour son fonctionnement général, alors il le crée dans kubesystem. Et enfin, kubepublic, c'est là où les objets créés à l'intérieur de ce namespace-là seront visibles, seront readable par tout le monde, donc seront lisibles par tout le monde. Voilà. Donc maintenant, si je veux par exemple récupérer les pods qui se trouvent dans le namespace kubesystem, je n'ai qu'à faire kubesystem get pods, moins je précise namespace et je récupère ces derniers. Voilà. Et si je veux déployer une ressource dans un namespace particulier, alors je termine ma commande avec "-n my-app-production". Tout simplement. Tout simplement. Et bien sûr, on fera un exemple. Et là, vous avez un petit questionnaire. Essayez de mettre la vidéo en pause et vous essayez de répondre à cette question. Ça permet de valider que vous avez bien compris ces concepts, ces premiers objets Kubernetes que nous voyons dans cette vidéo. Alors, je ferai cette partie en deux. Ça veut dire, première partie, ce sera le cours ainsi. Et je vais arrêter la vidéo là pour ensuite vous montrer la partie démo. Voilà. Donc, deployment, si vous avez mis en pause, on va y aller. Donc, deployment, il est utilisé pour faire du running update, pour faire de la mise à jour facilement. Voilà. Ensuite, les pods, c'est le plus petit objet, la plus petite unité gérable dans Kubernetes. Ensuite, les secrets. Ils nous permettent ainsi de fournir des informations comme des credentials à notre application. Les daemon sets qui nous permettent de déployer des pods sur tous les nœuds de notre cluster
Et les jobs permettent de lancer des batchs, donc des batch processing, one shot sur notre cluster. À noter, et c'est extrêmement important, Kubernetes fait beaucoup de choses, mais des fois, ce n'est pas nécessaire d'utiliser. Donc, déterminez bien votre cas d'utilisation et n'allez vers Kubernetes que si vraiment vous sentez que vous avez ce besoin-là. N'oubliez pas. Merci et dans la prochaine vidéo, je vous ferai une démo sur cela. Sur ce, je vous dis prochaine vidéo.